Débutons cette page des actualités nationales par ceci. La polémique du voile, ça pourrait être le titre du spectacle qui joue sous nos yeux depuis le mardi 30 juillet 2024. Ce genre de film clivant et controversé au petit air de scandale, ces séquences par excellence qui créent la polémique, trop sensible, trop délicate, froide, forcément houleuse. Premier épisode, une déclaration du Premier ministre lors du cocktail offert au lauréat du concours général, Ousmane Sonko. Certaines choses ne peuvent plus être tolérées dans ce pays. En Europe, ils nous parlent constamment de leur modèle de vie et de style, mais cela leur appartient au Sénégal. Nous ne permettrons plus à certaines écoles d'interdire le port du voile. Gare à ces institutions qui refuseront d'accepter une fille simplement parce qu'elle est voilée. Il n'en fallait rien de plus pour mettre les feux aux poudres. Pourtant, au début, les réactions sont timides jusqu'à ce que Abbé André Latyr Ndiaye entre en scène avant-hier samedi. Il fait fort dans un communiqué où il attaque notamment le Premier ministre qu'il appelle jeune politicien nouvellement promu. Un jour et un lieu de célébration de l'excellence et du savoir tel que le concours général ne devrait pas servir de prétexte pour faire une pareille déclaration, comme si on voudrait déverser une bile longtemps accumulée dans son ventre. Vous vous targuez bien d'être un panafricaniste, mon cher jeune politicien nouvellement promu. Sortez de votre bulle d'opposants. Sortez maintenant du gatsa-gatsa, riez, détendez-vous, éclatez-vous, libérez-vous de votre scaphandre d'opposants, marchez librement comme le jeune David et non en dandy, en guerrier comme Goliath, suffocant et étouffant dans son armure de guerre en bronze. La guerre est finie, une autre commence, la bataille contre la vie chère, contre le chômage, la pauvreté, etc. L'école privée catholique, comme toutes les autres écoles privées, est une institution. On ne tense pas une institution en public, on ne parle pas une institution sur le ton de la menace. Allez apprendre ce que signifie dialoguer avec les institutions, éviter la vitesse et la précipitation. Les déclarations va-t-en guerre, c'est encore un conseil. Cette réaction de l'abbé Latyr Ndiaye a fait réagir le ministre de l'Éducation, Moustapha Mamba Guirassy, hier face à la presse. Guirassy s'est ouvertement attaqué à l'homme d'église qu'il accuse de verser dans du sensationnel et de faire de la politique politicienne. Sa lettre n'est pas spirituelle pour un abbé. Elle est dénuée de spiritualité, elle est dénuée de pondération, elle est dénuée d'esprit de paix. Il y a de l'empressement, il y a du sensationnel dedans. Célébration de l'année de l'arbre à Touba. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a invité dimanche à Touba ses compatriotes à perpétuer les activités de reboisement au-delà de la journée nationale de l'arbre. Cette journée, c'est juste une journée de lancement. Les citoyens doivent perpétuer toute l'année les activités de reboisement et d'entretien des arbres plantés, a-t-il déclaré à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement de la 41e journée nationale. Toujours avec la journée de célébration de l'arbre, c'est un premier ministre frontal qui s'est adressé samedi dernier à la presse contre le régime de Macky Sall. Ousmane Sonko faisait le pré-lancement de la journée nationale de l'arbre à la Padoue où il a planté un manguier face à la presse. Il promet de présenter tout ce que le défunt régime cachait aux populations car dit-il avoir hérité d'un pays en ruine. Nous avons trouvé un État en ruine. Les Sénégalais en sauront quelque chose dans les jours à venir. Nous dirons aux Sénégalais ce qui se passe. C'est la révélation lâchée par le Premier ministre. Il a terminé pour dire que tous ceux qui ont tendance à parler ont déjà prouvé ce qu'ils étaient capables de faire ou ce qu'ils étaient incapables de faire. L'histoire est encore là très fraîche. Ce n'est pas la peine de perdre beaucoup de temps à essayer de répondre à ces gens-là parce qu'ils veulent détourner cette jeunesse des objectifs que nous nous sommes fixés mutuellement. Assemblée nationale, le compte à rebours, le jeu est bien caché, mais les confidences confortent les soupçons de Moussatine. Le président de l'Alliance Penco avait senti une volonté du régime actuel de dissoudre l'Assemblée nationale à la date du 31 juillet 2024. Finalement, ça n'a pas été fait, mais l'échéance est seulement différée. L'intention prêtée au chef de l'État d'abréger le mandat de la 14e législature se précise. D'après les
informations de l'Observateur, l'état-major politique des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF les patriotes, n'écarte pas de la volonté exprimée par ses différents responsables avec les maintes appels lancés pour dissoudre l'Assemblée nationale. Mais malgré cette obsession à rabattre les cartes pour une nouvelle configuration de l'hémicycle, l'on tient à rester dans les limites de la légalité. D'appeler les confidences faites par l'Observateur, le chef de l'État voudrait s'entourer de toutes les garanties avant de faire valoir son droit constitutionnel. L'on souffle qu'il devrait, conformément à l'article 92 de la Constitution, saisir le Conseil constitutionnel une demande d'avis pour savoir la date qui fait foi pour le décompte de la législature. Nous bouclons cette page des actualités nationales par ceci. 5 talibés périssent dans un incendie à Keur-Malamine, village rattaché à la commune de Tivaouane. Ce village s'est réveillé samedi dernier dans la tristesse. En effet, ce paisible quartier situé à 2 km de la capitale de la Tijania a été le théâtre d'un violent incendie qui a coûté la vie à 5 enfants qui apprenaient le Coran dans une école. D'après les sources de l'Observateur, les faits se sont déroulés le samedi aux environs de 5 heures du matin. 6 talibés âgés entre 12 et 13 ans dormaient dans une case qui a pris feu, réveillés par la forte chaleur. Ils ont essayé de se sauver, seulement pris dans l'étau des flammes. Les enfants talibés n'ont pas été en mesure de trouver la direction de la porte. C'est ainsi qu'ils ont été complètement calcinés. Les riverains, alertés par le bruit émanant de la case où dormaient les adolescents, se sont vite rendus sur les lieux du drame pour essayer de les sauver. Les premiers secouristes ont donc mobilisé les grands moyens pour réussir à circonscrire les flammes. Informés, les éléments du commissariat urbain et les sapeurs-pompiers de Tivaouane se sont rendus sur les lieux du drame. Séance tenante, les 2 victimes qui présentaient de graves blessures ont été évacuées à l'hôpital Mam Abdou Aziz Dabara où ils ont été admis en urgence. Malheureusement, l'un d'eux succombera tard dans la soirée du samedi, portant à 5 le nombre de décès. Selon quelques indiscrétions, les talibés venaient de la Gambie, de Kaolack et de Tivaouane. Arrêtés par les éléments du commissariat urbain de Tivaouane, le maître coranique poursuivi pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui risque gros dans la mesure où les premiers éléments de l'enquête atteste qu'il ne vivait pas avec ses talibés. La nuit des faits, il se serait trouvé chez lui alors que ces 6 talibés étaient entassés dans une case éclairée par une bougie. Aux dernières nouvelles, les 4 premières victimes ont été inhumées hier à Tivaouane en présence d'une foule immense. Les raisons du limogeage du désormais ex-directeur général de l'ONAS, Office national de l'assainissement du Sénégal, sont toujours méconnues. Aucune raison officielle n'est encore avancée. Des divergences profondes avec son ministre de tutelle avaient été évoquées dès l'annonce de la décision. Selon le quotidien Source A, Dr Cheikh Dieng a été relevé de ses fonctions après une lettre incendiaire adressée au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye. Dans cette lettre, Dr Cheikh Dieng évoque l'attribution de marchés de curage aux entreprises Tawfekh Taysir et Delgas. Dr Cheikh Dieng et Dr Cheikh Tidiane Dièye ne parlent pas le même langage dans l'attribution de ces marchés selon nos confrères. Dans sa lettre, l'ex-directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal écrit à son ministre: vous me notifiez votre décision de suspendre la procédure de passation des marchés relatifs aux travaux et de faire une entente directe avec des entreprises de votre choix. Pour l'heure, ni l'ancien DG de l'ONAS, Dr Cheikh Dieng, ni le ministre Cheikh Tidiane Dièye n'a fait une sortie officielle pour livrer sa version officielle. En attendant, les spéculations se poursuivent sur le limogeage du Dr Cheikh Dieng à la tête de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Les travailleurs de l'entreprise chinoise Sino-Hydro dénoncent leurs conditions de travail. Ces jeunes accusent les Chinois de leur imposer des contrats en violation totale de leurs intérêts et avantages. Nous sommes ici des travailleurs depuis presque 3 voire même 4 ans.
et nous n'avons jamais eu de contrat valable, des contrats visés, des contrats vérifiés et validés par les autorités compétentes. Nous en faisons un appel aux autorités compétentes pour venir faire le travail. Je vous laisse aussi savoir que ce 30 de ce mois, ils nous ont mis sur la table des contrats de durée déterminée à fin de chantier. Pour un chantier qui est supposé se terminer dans moins de 6 mois, une fois qu'on aura signé ces contrats, ça revient à que nous perdions tous nos droits, c'est-à-dire toutes nos indemnisations, tous nos intérêts, ce que nous déplorons catégoriquement. Ces ouvriers ont décrété une suspension de travail de 72 heures en guise de riposte aux agissements de leur employeur. Depuis 30 décembre 2023, nous avions eu un collègue qui est décédé sur le chantier dans des conditions très catastrophiques, dans des conditions qui pouvaient être évitées si toutefois toutes les dispositions et dispositifs nécessaires liés à la sécurité étaient mis en place. Depuis lors, l'entreprise chinoise Sinohydro ne cesse de nous manquer de respect et de continuer à faire des renvois excessifs et successifs sans préavis ni motif valable. Mais également, je voulais savoir qu'ils nous forcent et nous font des chantages pour le travail des heures supplémentaires, sans compter et sans oublier les cas d'accidents de chantier que nous avons chaque jour ou presque tout le temps. Je vous donne l'exemple d'un collègue qui est actuellement dans une clinique où il a subi une opération hier à 14 h. Il est entré au bloc à 14 h. Imaginez, les Chinois étaient venus au niveau de la clinique à 21 h. Ils sont venus à 21 h pour pouvoir payer les factures et les ordonnances. Ce que nous déplorons, un manque de respect total. Ils interpellent l'État du Sénégal pour arbitrage. Donc à partir de maintenant, le collectif, de par mon nom, autant pour moi, nous avons décidé de faire une grève de 72 heures qui sera renouvelée tant qu'on n'aura pas gain de cause. Une centaine de personnes travaillent dans l'entreprise. Le chiffre exact, je saurais vous le dire, mais vous dire de vous adresser directement au responsable RH qui est également ici et sénégalais. Le collectif, disons qu'il y a certains qui ont été recrutés par des dépôts, disons qu'il y a certains qui ont été recrutés par des bouche à bouche, mais des contrats valides n'ont jamais été réalisés. Étant donné que leur chantier finit dans 6 mois, ces travailleurs estiment que ces contrats sont initiés pour anéantir leur avantage, chose qu'ils ne sont pas prêts à accepter. Bienvenue sur l'international. Commençons tout d'abord où le gouvernement du Mali, dirigé depuis 2020 par une junte, a décidé la rupture avec effet immédiat de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, a déclaré son porte-parole, le colonel Abdoulaye Maïga, dimanche 4 août. Il accuse ce pays d'être impliqué dans une lourde défaite de l'armée malienne et du groupe Wagner fin juillet dans des combats contre des séparatistes et des djihadistes dans le nord. Séparatistes et djihadistes ont affirmé avoir tué des dizaines de membres du groupe paramilitaire russe Wagner et de soldats maliens lors de combats à la frontière algérienne dans l'extrême nord-est du pays. L'armée malienne et Wagner avaient reconnu des pertes importantes sans donner ce bilan précis. Cette défaite est la plus lourde subie par une bataille par le groupe Wagner en Afrique, s'accordent les analystes. Le gouvernement du Mali a pris connaissance avec une profonde stupeur des propos subversifs par lesquels André Youssouf, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche, traite de barbares de groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes, dénonce Abdoulaye Maïga dans un communiqué. Le gouvernement malien juge que ces actes violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l'intégrité de l'ingérence étrangère et constituent un soutien aux terroristes internationaux. Il va saisir ainsi les autorités judiciaires compétentes, prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, notamment à partir d'ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région avec des terroristes déguisés en diplomatiques, a dit Abdoulaye Maïga. La junte au Mali, dirigée par le colonel Assimi Goïta, a depuis 2022 multiplié les actes de rupture et a rompu l'alliance ancienne avec la France et ses partenaires européens pour se retourner militairement et politiquement
investissement vers la Russie. Et puis, bien qu'il s'y soit engagé, le Conseil national électoral du Venezuela n'a toujours pas publié le procès-verbaux officiel des bureaux de vote, faute de preuves pour les soutenir. Les résultats publiés le 2 août par le Conseil national électoral ne peuvent être reconnus, a estimé le Conseil de l'Union européenne dans un communiqué en appelant à la vérification indépendante. Le Conseil national électoral a ratifié vendredi la victoire de M. Maduro avec 52% des voix contre 43%. Edmundo González, qui a remplacé au pied levé la chef de l'opposition Maria Corina Machado, déclaré inéligible pour le scrutin du 28 juillet dernier, un résultat largement contesté. Les troubles qui ont suivi cette proclamation ont fait 13 morts et plus de 2000 personnes ont été arrêtées, a affirmé M. Maduro, selon qui 2 membres de la garde nationale ont été tués. Des ONG ont fait état de 11 civils tués. Edmundo González a remporté le scrutin avec 67 des voix. Ainsi, le pape François a lancé dimanche un appel sincère à toutes les parties à chercher la vérité et à éviter tout type de violence, s'adressant à la foule sur la place Saint-Pierre au Vatican. Le pontife argentin a également appelé le pays à régler les différends par le dialogue et à prendre en compte les véritables intérêts de la population. Et pour terminer, le ministère libanais de la Santé a annoncé que 2 personnes ont été tuées dans une frappe israélienne sur le sud du Liban, quelques heures après un bombardement par le Hezbollah pro-iranien du nord d'Israël. L'Iran a déclaré avoir légalement le droit de punir son ennemi juré Israël pour l'assassinat de Téhéran, lui impute le chef du Hamas palestinien Ismaël Haniyeh. Les pays du G7 ont appelé à la retenue et à éviter toute escalade des tensions au Moyen-Orient, estimant que les récents événements menacent de déclencher un conflit plus large dans la région. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza a annoncé lundi un nouveau bilan de 39 623 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre, il y a près de 10 mois avec Israël. Bienvenue en sport. Parlons des Jeux 2024. L'athlète sénégalais Louis-François Mendy a franchi une nouvelle étape importante aux Jeux olympiques de Paris 2024. Dimanche, Mendy s'est qualifié pour les demi-finales des 110 mètres et en réalisant un temps de 13 secondes 31. Une performance qui marque son meilleur chrono de la saison. Le natif de Grand Yoff, un quartier de la banlieue de Dakar, a non seulement remporté sa série, mais a également renforcé ses chances de marquer l'histoire pour le Sénégal. Porte-parole de son pays lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, Mendy incarne les espoirs de toute une nation. La demi-finale se déroulera mercredi à partir de 17h10. Louis-François Mendy vise une place sur le podium, espérant ainsi offrir au Sénégal une deuxième médaille olympique 36 ans après l'argent remporté par Mamadou Diaba en 1988 à Séoul, Corée du Nord. Ils sont toujours sur les Jeux pour parler de football. Une première ce vendredi 2 août, l'Égypte et le Maroc se sont imposés en quart de finale des Jeux olympiques respectivement contre le Paraguay et les États-Unis. Des performances remarquables dans l'histoire internationale de football, même si les Lionceaux de l'Atlas, qualifiés en demi-finale, ne composent pas l'équipe première du pays. Ils ont le mérite de s'inscrire dans la continuité des résultats en constante progression du football marocain. Lors de la Coupe du Monde 2022, le Maroc s'était hissé en demi-finale après avoir éliminé le Portugal de Cristiano Ronaldo. C'était déjà une victoire historique et les Lions de l'Atlas étaient la première équipe africaine à se qualifier pour le dernier carré d'un mondial. L'Égypte, c'est aussi du solide. Les Égyptiens olympiques avaient d'ailleurs remporté leur dernier match de poule contre l'Espagne le mardi 30 juillet dernier. Revoir ces deux équipes en finale des Jeux 2024 est tout à fait possible. Le Maroc affronte l'Espagne lundi 5 août à 18h. Juste après, la France sera opposée à l'Égypte à 21h. À la clé, un ticket pour s'assurer une médaille et jouer une finale olympique. Et pour terminer, comme chez les hommes, 3 joueuses ayant connu une saison prometteuse avec leurs clubs respectifs, avec l'AS Ville de Dakar, la pivot Madjiguène Sène et sa coéquipière Elisabeth Babou Kamit ont réalisé le Grand Chelem, remportant tous les trophées de la saison de basketball féminin. La troisième nommée est une Malienne, à savoir Juma Bert, qui est membre de TUC. Bien que son club ait connu une saison
saison très difficile à la différence de l'année précédente où il a remporté la Coupe du Maire et la Coupe du Sénégal. D'un point de vue individuel, Djouma s'est démarqué et pourra se contenter d'être élu reine de la saison 2024.